Premier jour de l'US Open, premier tour et première surprise, notamment les défaites de Taylor Fritz, de Simona Halep et surtout du quatrième joueur mondial Stefanos Tsitsipas qui a encore échoué à New York. Il ne passera encore pas la première semaine, il passera même pas le premier tour cette fois-ci de l'US Open 2022. Le retour de Queen Serena qui remporte encore un match au mental, pas en termes de tennis mais au mental. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce premier jour de l'US Open qui était plutôt sympa. Je vais passer 5 matchs et 5 matchs pour moi m'ont plus marqué, en tout cas 5 joueurs et joueuses qui m'ont le plus marqué. Alors il n'y aura pas tout le monde évidemment, je peux en mettre que 5. Il n'y aura pas Kyrgios qui a fait un match quand même très solide face à Kokkinakis. Il n'y aura pas la défaite d'Halep, même si on en parlera un petit peu dans la quatrième partie. Il n'y aura pas la défaite de Taylor Fritz, on en parlera avec la défaite de Tsitsipas notamment. Mais voilà, il y a quand même eu énormément de surprises et aussi énormément de favoris qui ont été très très bons, comme Daniil Medvedev, comme Casper Ruud notamment qui a fait un bon match. Berrettini qui a fait un très bon match, je vois en quart de finale, donc il a fait un très bon match mine de rien. Et on a eu en ice session Serena Williams qui va gagner son match face à Kovinic. Alors Serena Williams qui était on va dire en instance de retraite parce qu'elle avait annoncé un peu à demi-mot qu'elle allait prendre sa retraite après l'US Open. Et donc il y avait tout cet hommage quasiment, voilà, les billets qui étaient à plus je crois de 10 000 $, c'était n'importe quoi, mais il y avait 80 000 personnes, les 80 000 personnes étaient totalement pour Serena Williams. Il y avait juste la box de Kovinic qui était pour Kovinic, il y avait 3 personnes qui étaient pour Kovinic dans le match. Et voilà, et l'impact mental pour Kovinic de rentrer et direct d'avoir un bruit de mort quand elle rentre et que Serena rentre et qu'il y a eu une ambiance de folie. Tu sais déjà que ça peut tourner au vinaigre ce match pour elle et pourtant c'est elle la première qui break, c'est elle qui est devant et d'un coup j'ai l'impression qu'elle s'est écroulée mentalement parce qu'elle a fait un match, on va le dire, le match en termes de tennis était horrible, enfin c'était pas un beau match de tennis mais dans la légende ça reste un match qui restera évidemment dans la légende parce que Serena Williams continue son chemin à l'US Open, ce qui était quand même pas gagné, on va dire, vu ce qu'elle avait fait les 2 tournois précédents, c'était quand même pas gagné. Elle avait quand même pris une sacrée doudoune par Raducanu. C'était pris 6-4, 6-0, mais ça aurait pu faire bien plus cher. Franchement, voilà, Serena Williams, gagner un match, déjà, c'était pas évident. Et elle a été le chercher, elle a été le chercher au mental, elle a été le chercher au forceps. Pas dans le tennis, mais au forceps, voilà, elle a montré que psychologiquement, elle était encore là, que ça restait à Serena Williams, mine de rien, voilà, même si c'est, on va dire, entre guillemets, l'ombre de Serena Williams, elle a toujours son étiquette, son nom, Serena Williams, à l'US Open, là, elle se dit, voilà, il faut aller me chercher, et Kovinic n'a pas eu le cran, n'a pas eu le courage d'aller chercher Serena Williams, beaucoup de fautes, beaucoup de points donnés, vraiment, quasiment un cadeau offert à Serena Williams, qui n'en demandait pas tant, pour aller chercher ce match. C'était totalement différent du match face à Tan qui elle ne donnait rien, qui avait beaucoup de variations, qui était vraiment un jeu horrible à jouer pour Serena Williams, vu qu'en plus Serena Williams, on va dire, tous les déplacements qu'elle lui faisait faire, latéraux, verticaux, c'était très compliqué pour Serena Williams. Là, Kovinic, c'était tout le temps la même balle, et puis la balle finissait faute une fois sur 3, donc c'était vraiment une très bonne nouvelle pour Serena Williams, qui jouera au prochain tour Anett Kontaveit, deuxième mondiale. Alors c'est pas la meilleure deuxième mondiale du monde, mais c'est la deuxième mondiale actuellement. Et pourquoi pas, parce qu'Anett Kontaveit, on ne sait pas trop dans les grands rendez-vous comment elle est, on n'a jamais vu vraiment dans un grand rendez-vous. Là pour elle c'est vraiment un grand rendez-vous, c'est la responsabilité, entre guillemets, et je vais le dire un petit peu de manière cruelle mais réaliste, c'est la responsabilité de foutre Serena Williams à la retraite. Et alors ça, il faut avoir les épaules solides pour réussir à faire ça, donc bonne chance pour Anett Kontaveit. Franchement Serena Williams, si Kontaveit elle donne des points, ce qui est possible d'arriver parce qu'elle donne quand même pas mal Kontaveit, pourquoi pas une Serena Williams qui se faufile au 3e tour. Alors là c'est vraiment la folie, déjà qu'elle a eu un hommage à la fin du match alors qu'elle a gagné. Qu'est-ce que ce sera quand elle aura perdu? On verra. En tout cas on va parler d'un joueur qui a perdu justement, qui n'aurait pas dû perdre ce match, évidemment Tsitsipas, encore un échec. Je comprends de moins en moins le personnage Stefanos Tsitsipas qui pourtant était étincelant. Rappelez-vous à ses débuts en 2019, il nous avait tous subjugués quand il avait battu. Alors déjà il avait battu Toronto 2018, il avait battu Djokovic. Ensuite à l'Open d'Australie 2019, il bat Federer, il fait un match de mammouth contre Wawrinka à Roland Garros 2019. Il va gagner le Masters en fin d'année. Il nous montre tout son talent. Et depuis j'ai l'impression que ça se tasse un petit peu chez Tsitsipas. J'ai l'impression qu'en termes de next-gen, comment dire,
pas de popularité, mais en termes de réputation, il est passé un petit peu un cran en dessous. Un cran en dessous les Medvedev. Même Alcaraz, pour moi, je trouve, est plus suivi qu'un joueur comme Tsitsipas. Et peut-être qu'il paye ça, il paye déjà le fait d'avec son père qui est totalement détestable. Et je pense que c'est ce qui rend l'image après d'un Tsitsipas, je veux dire Kyrgios, d'un Tsitsipas détestable sur le court. Franchement, voilà, Tsitsipas, c'est pas le joueur, on va dire, le plus populaire, c'est pas le plus aimé. Mais c'est là, en termes de combativité, ce qu'il a fait sur ce match. Franchement, tu peux pas quand tu joues Galan qui sort des qualifs, qu'un joueur de terre battue, je rappelle, déjà quand t'es colombien, souvent c'est que t'es très très bon sur terre et ailleurs c'est compliqué. Déjà il sort des qualifications, c'est déjà très bien pour lui. Il fout Tsitsipas, il se dit bon voilà, c'est la cerise sur le gâteau, on va voir ce que je peux faire. Et il arrive, il rentre sur le court, en 1 heure il met 6-0-600, il se dit bon, bah pourquoi pas. Évidemment, mais Tsitsipas, il n'y avait aucune combativité, il aurait pu se prendre une amende pour non-combativité sur ce qu'il a fait, parce que les 2 premiers sets, c'est catastrophique. Et alors, on peut parler de Novak Djokovic, qui lui, parfois, a l'air un petit peu mou dans les débuts de match, et peut être mené de 7-0, mais premièrement, Djokovic, lui, il arrive à se remettre en selle très très vite, à re-switcher sur le mode focus très très vite, et à redevenir le Novak Djokovic qu'il est, et surtout, en plus, comment dire, il perd pas ses 7 6-0, 6-1, c'est-à-dire qu'il laisse un petit peu l'adversaire se fatiguer face à, par exemple, Sinner à Wimbledon. Sinner lui met 7-5, 6-2, donc il faut quand même puiser de l'énergie. Là, 6-0, 6-5, Galan, il a quasiment pas puisé d'énergie, et même s'il jouait bien, eh ben, il n'aurait pas pu baisser le niveau, parce que bon, Tsitsipas, il lui donnait aucun combat physique, aucun combat technique, aucun combat mental, il n'y avait rien du tout. Après, il y a le réveil dans le 3e set, où il break d'entrée, et derrière il s'en sort. Le 4e set, il break d'entrée aussi, après il se fait débreaker à 4-3, et puis il sauve, je crois, 6 balles de match. 4 ou 5 balles de match dans le jeu à 4 ou 5 balles de match dans le jeu à 5-4 pour Galan, et puis il sauve 2 ou 3 balles de match dans le jeu à 6-5 avant de faire une grossière faute de coup droit et puis avoir ce regard on va dire un petit peu voilà, ça veut tout dire. Stefanos Tsitsipas, je suis déçu, vraiment je suis déçu, parce que même si je voyais pas aller si loin que ça, je voyais aller en 8ème, franchement c'est décevant qu'un joueur comme ça perde au premier tour, et c'est encore un aveu d'échec pour un next-gen, parce qu'il est 4ème mondial. Quand on avait le Big Four qui était 4ème mondial, jamais on avait un joueur, que ce soit Djokovic, Nadal, Federer ou Murray, qui perdait au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Mais jamais on avait ça. Et même quand on avait du Berdych, du Tsonga, du Ferrer, on les a beaucoup critiqués ceux-là parce qu'ils n'ont pas gagné un Grand Chelem, mais ils ne perdaient pas au premier tour. Ils perdaient en 8ème au pire. Là, premier tour, Tsitsipas, dehors, face à même pas un match piège. On parlait même pas de ce match-là comme un match piège. C'est ça qui est encore pire. Ça aurait été un match piège encore. On aurait pu comprendre. Mais là, vraiment, c'était un cadeau, c'était un 3-7 gagnant. Bon, voilà. J'ai pas les mots pour Stefanos Tsitsipas, qui va rentrer à la maison et puis qui va devoir retravailler pour l'année prochaine, parce que voilà, pas de grand chelem dans 2021, alors qu'il a fait une finale, c'était plutôt pas mal. 2022, il n'y a aucune finale, il y a une demi. Attention, Stefanos. Un petit peu décevant, on va parler de Stan Wawrinka. Stan Wawrinka, bon alors évidemment, c'est plus le Stan, c'est comme Serena Williams, hein, c'est plus le Stan Wawrinka de la grande époque qui a remporté l'US Open en 2016 en faisant un très gros match face à Novak Djokovic. Wawrinka qui me fait de la peine, franchement j'adore Stan Wawrinka et ça me fait vraiment de la peine de voir comme ça. Je me demande si c'est pas la fin, qu'on n'est pas proche d'une fin, d'une petite fin au crépuscule là, de Stan Wawrinka, parce que franchement voilà, il a du mal, on sent qu'il a du mal dans les déplacements, c'est lourd, il a toujours été très lourd, mais là c'est vraiment compliqué de se déplacer. Et surtout, Moutet, pour moi, c'est le pire adversaire pour lui. Alors on voit, il gagne par forfait, mais Moutet est le pire adversaire pour Stan Wawrinka, sous le Stan Wawrinka maintenant, parce que Moutet va mettre aucun rythme, alors qu'il aime bien Wawrinka avoir du rythme, pouvoir placer ses gros revers, ses gros coups droits, il aime bien voilà, être dans le rythme. Moutet, il va jamais faire ça, il va lui faire ses petits chocs de coups droits de gaucher, il va lui faire des petites amorties, donc des déplacements verticaux, des déplacements latéraux, un peu comme Harmonitan avait fait à Serena Williams. Quand tu es un joueur lourd ou une joueuse lourde, tu as du mal sur ces déplacements-là, et Corentin Moutet, il le sait très bien, et en plus c'est son style de jeu, donc il en a abusé évidemment, quitte des fois à rater des amorties, mais voilà, Moutet, il avait son style de jeu, et son style de jeu correspondait parfaitement à ce qui pouvait déranger Stan Wawrinka. Donc à ce moment-là, il n'a pas de bol Stan, parce que Moutet il passe même pas les qualifs, il est lucky loser et il tombe sur Stan Wawrinka, c'est quand même pas de bol, mais dommage pour Stan, voilà, qui en plus déclare forfait, enfin qui abandonne après 2-7. Franchement ça me fait de la peine, et je pense que lui aussi il est attristé, parce que voilà, il s'est tellement battu pour revenir, et il voit qu'au final c'est compliqué, il gagne quasiment pas un match. Alors on a Tim aussi, on parlera pas dans cette vidéo, mais j'en parlais un tout petit peu là. Tim, il a fait, je trouve, un bon match face à Carreño Busta. On sent qu'il revient.
Quand on voit son match face à Délien à Roland Garros, au premier tour de Roland Garros, où il est mais nul de chez nul, il fait que des fautes, et là il fait mine de rien, il fait quand même un bon match face à Pablo Carreño Busta, parce que le premier set il est devant clairement dans le premier set, le deuxième bon il le perd, le troisième il va le chercher, franchement il est pas loin de faire basculer le match à son... Comment dire, pas loin de faire basculer le match pour lui, avec Wawrinka, jamais on a senti qu'il pouvait aller remporter ce match, ce qui est bien dommage. En quatrième, on va parler un petit peu de notre meilleure chance française, évidemment, Caroline Garcia, qui fait un bon départ, évidemment, c'était pas l'adversaire la plus compliquée de l'histoire, hein, qui sera des qualifs, Rakimova, mais comme on le dit à chaque fois, premier tour de Grand Chelem, c'est toujours compliqué, notamment en tennis féminin, parce qu'on n'a pas beaucoup de sets justement pour se mettre en route, on n'a pas 3 sets à gagner pour se mettre en route, donc on a plus de chances, on va dire, de perdre le match, parce qu'il suffit de perdre 2 sets et c'est bye bye, comme il s'est passé pour Simone Alep justement. Elle n'est pas tombée dans ce piège-là, Caroline Garcia, elle n'est pas tombée dans ce piège-là, elle a fait vraiment un gros match, elle break d'entrée, elle montre direct. Toujours, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle reste fidèle à son style de jeu, à son plan de jeu, de ce qu'elle a fait à Cincinnati, de ce qu'elle fait depuis maintenant juin. Elle est vraiment resté fidèle à ce style de jeu, à ce plan de jeu, et ça montre voilà, que voilà, elle est en confiance. Ce style lui convient parfaitement bien, et puis ça fait mal, parce qu'elle sert très bien, comme je le dis, elle sert très bien, mais elle retourne aussi très bien, et ça c'est un bon point, parce qu'elle gagne ses jeux de service, et elle va gagner beaucoup de jeux de retour avec ce style de jeu. Donc voilà, prochain tour Kalinskaya, on nous souhaite le meilleur évidemment pour Caroline Garcia, de passer ce deuxième tour, match après match, on prend match après match, on dit pas il y a 6 matchs avant la finale, non, on dit match après match. Là c'est le deuxième tour à passer pour aller au troisième tour, et puis on verra ce qui se passe, on espère en tout cas que Caroline Garcia continue sur sa lancée, je vois pas pourquoi de toute façon ça s'arrêterait en tout cas, elle gagnera ou elle perdra en jouant son style de jeu, et ça c'est ce que j'apprécie, c'est-à-dire qu'elle comment dire, si elle perd en jouant son style de jeu, c'est pas grave, au moins elle aura continué, elle aura été entêtée à jouer son style de jeu, et ce sera très bien comme ça. Et en cinquième, évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo évidemment sans parler de mon joueur préféré, sans parler d'Andy Murray, qui en plus remporte son match en 3-7, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis la nuit des temps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître évidemment. Andy Murray qui gagne un match en 3-7 en Grand Chelem. Mais c'est du jamais vu, Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a presque joué 3 heures, évidemment, mais évidemment, il ne pouvait pas gagner un match en 1h30. C'est Rundolo, et en plus, on va dire c'est comme Galan, hein, c'est un joueur de terre battue notamment, même s'il avait quand même enquiquiné Nadal à Wimbledon. Là, il a plutôt enquiquiné Murray sur le premier set, et après, Murray va dérouler tranquillement. Murray, mine de rien, qui a un petit tableau assez sympa, il jouera Nava au prochain tour. Berrettini au troisième, même si Berrettini a fait quand même un bon match. Mais pourquoi pas aller chercher Matteo Berrettini, tout Tsitsipas a perdu. Donc il n'y aura pas de Tsitsipas en 8ème. Pourquoi pas? Franchement pourquoi pas, mais déjà moi j'ai dit qu'il perdait le troisième tour contre Berrettini. Je pense, j'espère pas, mais je pense que c'est ce qui va se passer. J'espère déjà qu'il passera au troisième tour, Berrettini aussi, parce que Berrettini franchement il mérite, parce que vraiment il n'a pas eu de bol à Wimbledon, il mérite de faire un très bon US Open. Parce que voilà, Wimbledon il n'a pas eu de bol, il a eu le Covid et en plus il n'a eu aucun symptôme, donc c'est vraiment pas de bol. Il a été honnête de dire qu'il était positif et en plus il avait rien du tout, aucun symptôme, donc c'est vraiment terrible pour Berrettini. Mais Murray voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui fera son petit bonhomme de chemin, c'est très bien. Il gagne un tour à l'US Open, c'est vraiment parfait. En plus ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans qu'il a remporté l'US Open contre Novak Djokovic, un match en 5-7, il mène de 7-0, Djokovic revient et il remporte le match après 6-2 dans le 5ème. Ça fait 10 ans, ça fait déjà 10 ans, ça date, hein, franchement ça date, hein. 10 ans déjà qu'Andy Murray a remporté son premier et son dernier US Open. Du coup, on se retrouve très vite pour parler du match du deuxième jour évidemment. On va commencer, il y aura quoi? Il y aura du Rafael Nadal, il y aura du Carlos Alcaraz, il y aura du Cameron Norrie, il y aura du Hubert-Hurkacz, il y aura des petits matchs sympas, il y aura aussi l'entrée de Swiatek évidemment. Il y aura vraiment de petits matchs sympas, Pegula aussi qui peut faire quelque chose de pas mal. On se retrouve très vite, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.